Voici le dernier moment de Damien Alary. Avant de quitter la scène politique, il a murmuré à ses proches « J'ai servi une terre, mais parfois j'ai dû trahir des hommes ». Une phrase qui, depuis, résonne comme une confession étrange, presque un aveu. Derrière le sourire rassurant du président de la région Languedoc-Roussillon se cachait une existence faite de triomphes électoraux, mais aussi de luttes intestines, de trahisons douloureuses et de secrets politiques bien gardés. Né en 1951, il s'est imposé comme l'un des barons socialistes du sud de la France. Héritier d'une tradition politique locale où le pouvoir se gagne autant par la proximité avec les électeurs que par les alliances dans l'ombre des couloirs parisiens. Mais sa carrière n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle a connu des éclats de gloire, des moments de doute et des tempêtes qui ont failli briser son parcours. Car personne n'ose vraiment raconter ce qui s'est passé dans les coulisses lors de la fusion des régions, quand le Languedoc-Roussillon a été englouti par l'Occitanie. Certains affirment que Damien Alary, en apparence fidèle, a dû céder sous la pression d'appareils politiques plus puissants que lui. D'autres parlent de promesses non tenues, de rivalités féroces. Damien Alary n'était pas un Parisien parachuté, il était du cru. Agriculteur de formation, il parlait le langage des paysans, il connaissait les marchés de village. Il savait serrer les mains avec chaleur et écouter les doléances avec une patience presque pastorale. Ce lien viscéral avec son territoire lui a ouvert les portes de la mairie, puis du conseil général, avant de le propulser jusqu'à la présidence de la région. Dans un paysage politique où la distance entre élus et citoyens semblait se creuser, Alary apparaissait comme une anomalie, un élu de proximité qui restait enraciné. Mais derrière cette image rassurante se dessinait une réalité beaucoup plus complexe. Le Parti socialiste. Il fallait être stratège. Sourire aux électeurs d'un côté, manier la dague politique de l'autre. C'est dans ce contexte qu'un événement marquera un tournant. La fusion des régions décidée sous François Hollande, où le Languedoc-Roussillon devait s'unir avec Midi-Pyrénées pour former une grande Occitanie. Ce projet, présenté comme une réforme administrative, fut en réalité un séisme politique. Car derrière les discours technocratiques se cachait une guerre pour le pouvoir régional. Qui dirigerait ce nouveau mastodonte? Qui accepterait de s'effacer? Damien Alary, alors président du Languedoc-Roussillon, se retrouva face à Carole Delga, étoile montante du Parti socialiste en Midi-Pyrénées. Officiellement, il accepta le compromis, soutenant Delga pour la présidence de la nouvelle région. Mais dans les coulisses, les murmures racontaient une autre histoire. Certains disent qu'il fut contraint, qu'il subit des pressions de Paris, qu'il dut renoncer pour éviter l'humiliation d'une défaite interne. D'autres affirment qu'il avait négocié sa sortie, en échange de garanties pour ses proches et ses alliés. C'est là que se dessine le cœur du scandale. Un homme qui avait incarné la fidélité à sa terre dut céder son trône à une logique d'appareil. Beaucoup de ses électeurs ne comprirent pas, se sentant trahis. Comment celui qui jurait de défendre le Languedoc-Roussillon pouvait-il accepter sa disparition dans l'ombre de Toulouse? Cette blessure reste encore vive dans les mémoires régionales. Le thème qui traverse donc toute sa carrière est celui-ci, la tension entre loyauté et survie politique. Damien Alary a toujours voulu incarner l'homme du terroir. Mais il a dû se plier aux règles cruelles de la politique nationale. C'est ce double visage, le paysan fidèle et le stratège contraint, qui rend son parcours fascinant et parfois dérangeant. Au début, l'histoire de Damien Alary ressemblait à un conte républicain. Le fils de la terre, l'homme des vignes, devenait un élu respecté. Dans les villages du Gard, il était le nôtre. Celui qui savait d'où il venait. Chaque élection renforçait sa légitimité et sa carrière semblait portée par une dynamique inarrêtable. Mais très vite, un premier événement marqua la différence entre le rêve et la réalité. Son accession à la présidence du Conseil général du Gard. Derrière les sourires de victoire, rien ne se gagnait sans compromis. Puis vint sa présidence du Languedoc-Roussillon, un tournant décisif. Succédé à Georges Frêche, figure charismatique et controversée, relevait presque de l'impossible. Frêche avait marqué la région d'une empreinte indélébile, mélange de populisme flamboyant et de gestion brutale. Lorsque Damien Alary prit le relais, beaucoup se demandaient, allait-il être l'homme de la continuité ou celui de la rupture? Dans ses premiers mois, il afficha un style plus sobre, plus consensuel. Mais ce choix fut aussi sa faiblesse. Certains le considéraient comme un président de transition, incapable d'imposer sa propre marque. La presse locale commença à douter. Les opposants se frottaient les mains, et même dans son propre camp, des murmures se faisaient entendre. Alary n'est pas Frêche, il n'a pas la carrure. C'est alors qu'arriva le séisme de la fusion régionale. On aurait pu croire que l'expérience et l'enracinement d'Alary feraient de lui le chef naturel de la nouvelle entité.
Mais au lieu de cela, il se retrouva sur la défensive. Paris imposait ses choix, et dans les coulisses, des tractations féroces avaient lieu. Carole Delga, plus jeune, plus connectée aux réseaux nationaux, apparut comme la favorite. Le scandale éclata lorsque l'annonce fut faite. Damien Alary se retirait et soutiendrait Delga. Pour beaucoup de ses électeurs, ce fut une trahison. Comment pouvait-il accepter que notre région disparaisse et que le pouvoir parte à Toulouse? Interrogeaient les militants. Les journaux titraient sur l'abdication d'un président. En réalité, les choses étaient plus complexes. Des témoins racontent que les négociations furent rudes, qu'Alary aurait résisté jusqu'au bout, qu'il aurait même songé à présenter sa propre candidature contre Delga. Mais on lui fit comprendre que le Parti socialiste ne pardonnait pas les dissidents. L'homme du terroir se retrouva donc piégé. Et beaucoup considèrent que cette décision a terni son image. Pourtant, certains proches assurent qu'il n'avait pas le choix, qu'il sauva ainsi ce qui pouvait l'être. Notamment des investissements promis pour son département et ses soutiens politiques. Après cela, Damien Alary devint une figure presque tragique. Toujours respecté pour sa proximité et son humanité, mais perçu comme un président sans héritage fort, un homme qui avait cédé là où d'autres auraient combattu. Cette ambivalence marqua la fin de son ascension, et les conséquences furent lourdes. Le Languedoc-Roussillon, en tant qu'entité politique, cessa d'exister. Les électeurs eurent le sentiment d'avoir été avalés par une région plus puissante. Et le nom d'Alary resta associé à ce moment de bascule. Dans les conversations, certains l'accusèrent d'avoir vendu sa terre. D'autres le défendirent comme un pragmatique qui n'avait pas d'autre issue. C'est là toute la force dramatique de son parcours. L'homme qui avait conquis son pouvoir grâce à son enracinement local fut celui qui dut assister à la disparition de cette même identité régionale. Une ironie cruelle, presque shakespearienne, qui transforma un destin politique en parabole sur la fragilité du pouvoir. On croit souvent que la politique se joue sur les estrades, sous les projecteurs et devant les caméras. Mais la vérité la plus sombre se cache toujours ailleurs, dans les couloirs silencieux, derrière des portes closes. Là où les décisions sont prises loin des regards. Pour Damien Alary, ce fut particulièrement vrai au moment où la fusion des régions devint inévitable. Les témoignages de proches, rarement cités dans les journaux, évoquent un homme déchiré. Il n'a pas dormi pendant des semaines, confia un collaborateur. Il savait qu'il allait devoir abandonner ce qu'il avait défendu toute sa vie. Dans son bureau de Montpellier, certains l'auraient surpris, seul, face à une carte du Languedoc-Roussillon, répétant « On ne peut pas laisser disparaître ça ». Pourtant, devant les caméras, il affichait le masque du président digne, le sourire rassurant, l'argument du pragmatisme. De promesses de poste pour ses soutiens, de menaces voilées en cas de résistance. On lui a fait comprendre qu'il serait isolé et qu'il n'aurait plus aucun levier. De Béziers ou de Perpignan, le ton était plus amer. Il nous a vendus, lançaient certains habitants. Le fossé entre l'image publique et la perception locale ne fit que s'élargir. Et puis il y a cette phrase, prononcée bien plus tard, qui fit couler beaucoup d'encre. La politique, c'est parfois choisir entre trahir les autres ou se trahir soi-même. Une confession voilée. Un regret à peine masqué. Beaucoup y virent un aveu de ce qu'il avait ressenti, qu'il avait dû trahir la mémoire d'une région pour survivre politiquement. Derrière cette tempête institutionnelle, il y avait aussi des blessures plus intimes. Des amitiés de 30 ans se brisèrent. Certains de ses alliés, furieux de cette abdication, lui tournèrent le dos. On avait l'impression qu'il avait capitulé sans combattre, raconta un ancien maire socialiste. Ce climat de trahison laissa des cicatrices profondes dans les réseaux politiques du sud de la France. Les médias nationaux, eux, traitèrent l'affaire avec distance, comme une simple réorganisation territoriale. Mais pour les habitants du Languedoc-Roussillon, ce fut une tragédie culturelle. La disparition de leur région fut ressentie comme un effacement identitaire, et Alary devint malgré lui le symbole de ce deuil collectif. Le point culminant émotionnel de son parcours reste ce paradoxe. Un homme profondément attaché à ses racines, contraint d'annoncer la fin de l'entité qu'il avait juré de défendre. On raconte que, le soir de la décision finale, en quittant son bureau, il aurait murmuré à un proche « Je ne serai plus jamais le même ». Une phrase simple, mais lourde de désespoir. Aujourd'hui encore, lorsque l'on évoque son nom, deux images s'affrontent. Celle du président affable, proche du peuple, et celle du dirigeant qui accepta l'effacement de sa région. Ce double visage, à la fois humain et tragique, est devenu sa marque indélébile. La vérité noire, c'est que Damien Alary a payé le prix de la politique moderne. Il a découvert que dans ce jeu impitoyable, les convictions se heurtent aux appareils,
et que la survie impose parfois des sacrifices impossibles à justifier. Et dans ce sacrifice, c'est sa légende personnelle qui s'est consumée. Underscore 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 underscore. Il y a des carrières politiques qui laissent une empreinte flamboyante, d'autres qui s'éteignent dans l'ombre. Celle de Damien Alary se situe entre les deux. Comme suspendu dans une zone grise où les réussites incontestables se heurtent aux blessures d'une fin de règne mal comprise. Du point de vue de la chaîne, il est impossible de nier ses mérites. Rarement un président de région aura incarné avec autant de sincérité le lien avec son territoire. Damien Alary n'était pas un technocrate détaché, il était un homme de la terre. D'ailleurs, sa longévité et son respect dans le Gard. Mais l'histoire politique n'est pas seulement faite d'authenticité. Elle est aussi faite de rapports de force. Et c'est précisément là qu'Alary a montré ses limites. Son sens du compromis, qui faisait de lui un homme apprécié, s'est transformé en handicap au moment le plus crucial de sa carrière. Là où certains attendaient un combat, il choisit la conciliation. Était-ce de la sagesse ou une faiblesse fatale? C'est là que le débat divise encore aujourd'hui. Les critiques le voient comme l'homme qui a laissé disparaître le Languedoc-Roussillon sans livrer bataille. Ses défenseurs, eux. Ce contraste fait de son parcours un cas d'école. Celui d'un homme déchiré entre loyauté et survie politique. Dans un monde où l'on glorifie les leaders capables de tout risquer, Alary incarne une autre vérité, moins spectaculaire mais plus humaine. Parfois, il faut céder pour protéger ce qui peut l'être. Mais ce geste, loin d'être compris, fut perçu comme une abdication. La chaîne considère donc Damien Alary comme une figure paradoxale, respecté localement, mais fragilisé par l'histoire. Son héritage est celui d'un président proche du peuple, mais associé à une blessure identitaire profonde. Ce paradoxe nourrit le mystère qui entoure encore son nom. Et vous, spectateurs, que pensez-vous? Damien Alary fut-il un stratège lucide qui a choisi la survie du possible, ou un président trop faible pour défendre jusqu'au bout sa région? Était-il un homme de compromis fidèle à son caractère? Ou un élu qui a manqué le rendez-vous de l'histoire? À chacun de juger. Mais une chose est certaine. L'histoire de Damien Alary nous rappelle que, derrière chaque sourire politique, il existe des dilemmes cruels que nous ne voyons jamais. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui s'éteignent dans le vacarme et d'autres qui disparaissent dans un murmure. Celle de Damien Alary appartient à cette seconde catégorie. Sans éclat, sans scandale tonitruant, mais avec ce goût amer des décisions qui marquent une vie entière. Quand on repense à lui, on revoit l'image d'un président à l'accent du Sud qui parlait des vignes comme d'un trésor, qui connaissait ses villages par cœur et qui incarnait une politique à hauteur d'homme. Il n'était pas un tribun flamboyant, mais un élu de proximité, presque familier, comme un voisin que l'on croise sur la place du marché. Cette proximité fut sa force, et peut-être aussi sa faiblesse. Il voulait plaire, rassembler, éviter les conflits. Mais la politique, elle, n'évite jamais les tempêtes. L'héritage qu'il laisse est paradoxal. D'un côté, celui d'un homme sincère, enraciné, fidèle à son territoire et à ses habitants. De l'autre, celui d'un président associé à la fin d'une région, à une fusion vécue comme une disparition. Sa carrière, en somme, se lit comme un poème inachevé, de belles strophes, mais une dernière ligne qui brise l'équilibre. Pourtant, il serait injuste de ne retenir que ce moment de rupture.